Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Les annonces d'Emmanuel Macron ont déjà eu un impact sur le budget 2019. Ce budget a été adopté hier par le Sénat après une séance bousculée. En effet, le gouvernement a demandé une seconde délibération, c'est-à-dire un nouveau vote du Sénat afin d'impacter dans le budget la promesse d'Emmanuel Macron d'augmenter de 100 € les personnes au SMIC. Une mesure qui ne passe pas par une revalorisation directe du salaire, mais par une revalorisation anticipée de la prime d'activité, une prestation sociale qu'il faut donc demander et qui est soumise à condition. Une revalorisation de 30 € devait déjà intervenir au 1er avril. Elle est avancée au 1er janvier 2019. Alors si le montant de cette hausse est fixé par voie réglementaire, le gouvernement avait besoin du Parlement pour modifier la date d'entrée en vigueur. Et si l'amendement a été massivement voté, de nombreux sénateurs, droite et gauche confondus, se sont interrogés sur le flou qui demeure dans cette mesure et le coût global des annonces d'Emmanuel Macron, évalué à une dizaine de milliards d'euros. Retour donc au débat dans l'hémicycle. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis d'abord saisi d'un rappel au règlement du président Patrick Kanner. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, heureux d'ailleurs de vous retrouver à ce banc. Je souhaitais faire un rappel au règlement au sujet de l'organisation générale de nos travaux. Monsieur le Président, vous comprendrez, mes chers collègues, qu'il s'adresse avant tout au gouvernement. Le gouvernement revient aujourd'hui devant nous pour la 3e fois en 3 semaines avec des propositions de modification en profondeur de son projet de budget 2019. Dont acte, compte tenu de la situation sociale de notre pays, nous voterons d'ailleurs, Monsieur le Ministre, une grande partie des nouvelles mesures. Mais je veux relever que cette désorganisation des travaux budgétaires aurait pu être évitée si le gouvernement avait tenu compte plus tôt des propositions exprimées ici ou ailleurs par les différents groupes parlementaires qui composent la Haute Assemblée. À nos propositions qui ont pu concerner la prime d'activité ou la CSG des retraités et bien d'autres mesures, le gouvernement nous a systématiquement et seulement répondu « halte aux dépenses ». Jusqu'au Premier ministre, jeudi même, ici, qui avait dit « on dépense beaucoup d'argent en peu de mots ». C'était à ce plateau. Il devait d'ailleurs sans doute s'adresser au président de la République avec le recul, par avance, et je comprends finalement qu'il ne fallait pas y voir un reproche à notre égard, mes chers collègues. Je demande donc au gouvernement qu'à l'avenir, lors des prochaines discussions budgétaires, et en premier lieu pour les budgets rectificatifs qu'on annonce nombreux, il serait bienvenu d'écouter, d'entendre les parlementaires, leurs propositions et de rentrer pleinement dans le débat. C'est en nous respectant, Monsieur le Ministre, que vous réussirez à écrire une bonne loi, et notamment la loi du budget pour notre pays, la France. Écoutez, entendez, quand des alternatives vous sont proposées, et peut-être vous vous éviterez des contradictions si nombreuses qui ont eu lieu sur les bancs des ministres depuis 3 semaines avec les annonces prononcées depuis l'Élysée et Matignon. Monsieur le ministre, respecter le Parlement, c'est finalement respecter le peuple. Merci, Monsieur le Président. La parole est pour un rappel au règlement à Madame la Présidente Éliane Assassi. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Hier au soir, donc devant 21 millions de téléspectateurs, le Président de la République s'est livré à un exercice périlleux. Laisser penser qu'il a entendu la colère populaire, céder le moins possible et surtout jusqu'au bout. Ne faire participer ni les riches ni les entreprises au moindre effort national. Il a annoncé mot pour mot une augmentation du SMIC de 100 €, sans préciser qu'il s'agissait de 100 € bruts et surtout d'un agrégat de mesures déjà annoncées dont l'application est seulement accélérée. L'ensemble de ces mesures aurait un coût de 12 à 15 milliards selon les différents calculs. Alors j'ai une question, qui va payer? C'est là une question clé. Tout montre que ce sera le contribuable, y compris les plus modestes, qui devront mettre la main à la poche alors que les riches et ultra-riches seront toujours protégés. Alors les choses sont simples. D'une part, il n'y a pas d'augmentation de salaire, seuls 2 à 3 millions de salariés seront concernés par l'anticipation que j'évoquais. Et d'autre part, toutes les nouvelles dépenses sont prises en charge par la collectivité. Emmanuel Macron, passant du tour de passe-passe à celui d'équilibriste, a tenté d'expliquer l'inexplicable, le refus de rétablir l'ISF pour les financiers et actionnaires de tout poil. Or, l'ISF
Et pour les Gilets jaunes et la grande majorité de la population qui les soutient, le marqueur d'une politique dont la priorité n'est pas la satisfaction du plus grand nombre, mais de quelques intérêts privés. Alors nous le disons avec force au chef de l'État, mais aussi à la majorité sénatoriale. Rendez l'ISF, rendez ces 3,7 milliards d'euros pour participer à la justice fiscale et sociale. Rendez l'ISF pour apporter un moindre crédit à cette idée de nouveau contrat social qui sonne aujourd'hui comme un simple affichage de la part d'un pouvoir qui s'applique par ailleurs à poursuivre avec zèle la déconstruction du modèle social. Le gouvernement demande donc une seconde délibération sur l'article 82 du projet de loi de finances relatif à la prime d'activité. Monsieur le Président, notre groupe estime que pour la clarté des débats et de choix, une seconde délibération sur les dispositions relatives à l'impôt sur la fortune devrait avoir lieu. Notre peuple a le droit de savoir, en effet, qui va payer les dispositions annoncées hier par Emmanuel Macron. Merci, Madame la Présidente. J'ai un autre rappel au règlement de M. Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ça va être rapide, mais comme j'ai vu qu'il y avait des brouhahs sur le rappel au règlement avec le contenu qu'a dit la Présidente Éliane Assassi, il s'agit bien de l'organisation de nos travaux quand même qui est posée là. Donc, certains commençaient à être impatients d'entendre ce que disait Éliane Assassi ou alors voulaient la contrarier par des bruits. Mais mes collègues, ce rappel au règlement, il suffit d'appliquer l'amendement. Il suffit d'appliquer un amendement qu'on a décidé sur le partage des dividendes. Nous l'avons voté au Sénat à la suite de la révélation de l'affaire Cum-Ex-Files. Il faut rétablir l'ISF et Éliane Assassi, notre groupe a raison. Il faut accroître la taxation des transactions financières. Alors, on va parler de la hausse de la prime d'activité. Vous me direz, Monsieur le Ministre, peut-être plus tard si je me trompe, mais la hausse de la prime d'activité, c'est 320 millions par mois, si je me trompe. Et je finis mon intervention. On va discuter de ça à ce niveau-là quand on a un PIB, un produit intérieur brut mensuel de 200 milliards d'euros. Eh bien, nous pensons qu'il y a de quoi faire face. Merci. Je suis saisi d'un autre rappel au règlement du président Bruno Retailleau. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais m'exprimer dans ces moments qui sont particuliers où tous nous devons avoir un esprit de responsabilité. C'est le cas de mon groupe, je voudrais le dire. Je pense qu'il faut que nous sortions de cette crise. Nous voyons que cette crise qui est à son point d'acmé, j'espère, elle est génératrice de souffrance sociale parce qu'elle pose la question d'emploi. Des petites entreprises sont menacées dans leur activité. Elle pose aussi la question de la violence. Le président de la République, hier soir, a annoncé un certain nombre de mesures. Nous souhaitons que ces mesures puissent permettre un apaisement, par esprit de responsabilité, encore une fois. Mais cet esprit de responsabilité ne doit pas gommer non plus l'esprit de vérité que nous devons avoir. Nous pensons que si ces mesures coûtent très cher, on devra les financer, évidemment. Et que nous ne pouvons pas les financer par toujours plus de dépenses publiques, par toujours plus de dettes. Parce qu'à l'origine du ras-le-bol fiscal, il y a cette idée que la France, championne d'Europe de la dépense fiscale, crée des taxes et toujours plus d'impôts qui grèvent finalement le pouvoir d'achat des Français. Il y aura moins d'impôts et moins de taxes lorsqu'il y aura moins de dépenses publiques. C'est une évidence. La deuxième évidence, c'est qu'on ne pourra distribuer du pouvoir d'achat, et nous souhaitons tous, mes chers collègues, distribuer du pouvoir d'achat que si nous parvenons à rendre le site France plus compétitif, que si nous parvenons à créer de la compétitivité pour l'avenir. C'est absolument fondamental. Enfin, je voudrais dire qu'il y a eu des thèmes qui étaient absents du discours du président de la République. Je pense que cette crise ne se réduit pas à la crise, si j'ose dire, des conditions matérielles. Il y a aussi un cri existentiel.
Les Français pensent qu'ils ne comptent plus, que, comme le disait Jacques Julliard, la démocratie se fait sans le peuple. Les Français aussi, pour une part d'entre eux, habitent dans la France périphérique. Il n'y a pas eu un mot sur la ruralité, sur la ruralité. Je pense que ces questions, qui sont des questions de dignité, de prise en considération de nos concitoyens, sont importants et je pense que dans les semaines à venir, je ne doute pas que votre gouvernement, comme le président de la République, saura y apporter une réponse. Merci. Monsieur le ministre, quand vous voulez, vous pouvez répondre au rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais répondre, et sénatrices, vous avez raison, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Oui, mais n'hésitez pas à adopter aussi un animal à l'SPA, Monsieur le sénateur. Puisqu'on m'interpelle sur la perruche, je me permets de le faire. Je voudrais répondre au rappel au règlement des présidentes et présidents de groupe, et puis finalement, Monsieur le Président, faire l'appel à la seconde délibération que vous propose le gouvernement. D'abord, le Président de la République hier, et je crois que c'était la demande de beaucoup de sénatrices et de sénateurs, je suis moi-même resté pour écouter les orateurs, bien sûr, avec Monsieur le Premier ministre lors du débat de la semaine dernière, c'était le cas à l'Assemblée nationale, quels que soient les groupes, c'était le cas, me semble-t-il, parmi les Françaises et les Français qui manifestaient, qui apportaient leur soutien aux manifestations ou qui simplement s'interrogeaient sur le devenir du pays. Alors, le Président de la République a fait un certain nombre d'annonces très importantes, qu'elles soient du domaine du refaire nation ou du domaine budgétaire. Et nous sommes en période budgétaire, même s'il reste quelques jours pour adopter par votre Assemblée et par celle de l'Assemblée nationale les documents budgétaires qui permettent en 2019 de concrétiser les promesses du Président de la République. Nous avons un premier sujet, c'est qu'il n'y a plus de vecteur pour le projet de financement de la sécurité sociale, puisque ce texte a été adopté par la Haute Assemblée, adopté par l'Assemblée nationale, et il est aujourd'hui au Conseil constitutionnel. Il n'est pas promulgué, mais aujourd'hui, il n'y a plus de vecteur législatif au moment où je vous parle pour pouvoir modifier un certain nombre de choses qu'a annoncé le Président de la République ou que souhaiteraient mettre en place les parlementaires, évidemment, dans le débat parlementaire. Nous terminons aujourd'hui, dans les quelques heures qui suivent, puis la semaine prochaine à l'Assemblée nationale, le projet de loi de finances. Mais comme le fait rappeler excellemment Monsieur le rapporteur général des affaires sociales, les textes ne sont pas, pour l'instant, promulgués. Deuxièmement, le gouvernement, par ma voix, si je puis me permettre, prend ici l'engagement, je le dis notamment au président Retailleau, que les promesses du président de la République seront évidemment concrétisées dans les textes budgétaires pour l'année 2019. Le plus rapidement sera le mieux, et dans le plus rapidement, le gouvernement compte janvier. Et par ailleurs, le gouvernement a bien une ligne de conduite qu'il va répéter une nouvelle fois, y compris dans les discussions parlementaires, c'est qu'il ne pourrait pas y avoir, car nous ferons attention à nos comptes publics, de dépenses publiques supplémentaires. Et que si le déficit public va se creuser par l'effet des annonces, notamment de baisse de fiscalité que propose le Président de la République, chacun constatera qu'il ne s'agira pas de dépenses publiques supplémentaires. Le Président de la République hier n'a pas proposé de dépenses publiques supplémentaires. Que se passe-t-il du point de vue des comptes publics ? Que se passe-t-il du point de vue des comptes publics ? Le gouvernement a proposé au Parlement, au début de la discussion budgétaire, projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de financement de l'État et des collectivités locales, un déficit public, toute administration publique confondue, de 1,9%. Il y a un effet one-off, pardon de le dire ainsi, dans cette Assemblée, négocié avec la Commission européenne, présenté devant le Parlement depuis 17 mois désormais, qui consiste effectivement à faire la bascule du CICE en baisse de charge, qui fait effectivement l'équivalent de 0,9 points de PIB. Mais notre déficit public présenté dans nos documents budgétaires, au Conseil des finances publiques, au Parlement, devant la Commission, est d'1,9. À la fin des débats parlementaires, au moment même où le Président de la République prenait la parole, le Parlement, et permettez-moi de le souligner principalement le Sénat, a dégradé les copies des comptes publics de 0,1 point, d'à peu près 2 milliards de dépenses supplémentaires, soit de recettes en moins,
soit de dépenses en plus. Je rappelle d'ailleurs que votre Assemblée n'a pas souhaité voter l'article d'équilibre, c'est son droit, et le gouvernement revenait avec ce texte ainsi. 1,9 plus 0,1, nous étions à 2% de déficit public, toute administration publique confondue, au moment où le président de la République a pris la parole. L'annonce du Premier ministre de l'arrêt de la taxation carbone pour l'année 2019 se compose comme suit. 3 milliards de fiscalité en moins qui ne sont pas dans les caisses de l'État, qui touchent, on va dire, les citoyens, c'est-à-dire chacun avec son véhicule, plus 1 milliard qu'on appelle le GNR. Ça fait 4 milliards de recettes en moins par rapport à la copie présentée par le gouvernement, c'est-à-dire à peu près 0,2 points de PIB. Nous passons donc de 1,9 à 2 et 2 à 2,2. Les mesures annoncées par le président de la République. Les mesures annoncées par le président de la République sont autour de 6 milliards. Sans doute, permettez-moi de vous dire, je le dis devant la Haute Assemblée, sont autour de 6 milliards. C'est-à-dire 10 milliards en tout, 4 milliards de recettes en moins de taxation carbone, entreprises plus citoyens, et 6 milliards qui consistent à la fois à une baisse de la CSG pour les gens qui ont moins de 2 000 € de revenus lorsqu'ils sont retraités. Aujourd'hui, c'est à peu près un petit peu moins de 2 milliards d'euros. Le reste, ça reste à affiner, mais les premiers chiffrages montrent que c'est autour de 2 milliards d'euros, un tout petit peu moins de 2 milliards d'euros. La défiscalisation des heures supplémentaires et l'avancée des heures supplémentaires désocialisées, c'est autour de 1,6 milliard d'euros. Je rappelle à la Haute Assemblée que la désocialisation des heures supplémentaires coûte, en tout cas, fait à l'État et à la Sécurité sociale renoncer 150 millions d'euros à peu près par mois. Avec la difficulté qu'en juillet et août, chacun comprendra qu'il y a moins d'heures supplémentaires que lorsque nous sommes évidemment en mois travaillés normalement. Et la défiscalisation, c'était effectivement autour d'un peu plus d'1 milliard d'euros, donc ça fait un petit peu moins de 2 milliards d'euros. Plus les annonces faites effectivement sur les 100 € appliqués aux personnes au SMIC, d'où notamment, Monsieur le Président, la nouvelle délibération que le gouvernement propose à la Haute Assemblée pour avancer la date de la revalorisation de la prime d'activité du 1er avril, ce qui est aujourd'hui la loi de la République, au 1er janvier, pour effectivement le reste des mesures annoncées par le président de la République. Dans la défiscalisation des primes que pourraient verser, proposition du président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, les entreprises à leurs salariés, nous sommes bien d'accord ici qu'il ne s'agit pas de recettes sur lesquelles le gouvernement s'assoit, puisque cette prime n'existait pas et n'était pas défiscalisée. On peut penser qu'il y a par contre ici ou là quelques effets d'aubaine qu'il nous faudra chiffrer, mais qui ne sont pas de nature à bouleverser l'équilibre des comptes publics. C'est pour ça que, du point de vue des comptes publics et de la présentation du débat budgétaire, puisque le président Caner nous a appelé ainsi à la sincérité des documents et de nos débats, nous sommes aujourd'hui entre l'annonce du Premier ministre de l'arrêt de la taxation carbone et les annonces du président de la République à 10 milliards, donc à 0,5 points de dégradation des finances publiques. Nous sommes donc aujourd'hui à un déficit sur lequel le gouvernement va sincériser ses documents budgétaires autour de 2,5 de déficit public. Et effectivement, il y a l'aspect du one-off autorisé par la Commission européenne. Nous comptons, Monsieur le Président Retailleau, le dire ici, indépendamment de l'accélération du versement de la prime d'activité, puisque ça a été dit notamment par Madame la Présidente Assassi à partir de janvier de l'année Assassi, pardon, je vous prie de m'excuser, Madame la Présidente, à partir de janvier de l'année prochaine. Il s'agit d'une accélération pour le coup de la trajectoire. Il n'y a pas d'augmentation de dépenses publiques. Il y a une baisse de la fiscalité qui explique en effet les dégradations des comptes publics autour de 2,5% du déficit, alors que le gouvernement vous a proposé une copie autour de 1,9 lorsqu'il vous a présenté ses documents budgétaires. Aussi, nous aurons un débat, évidemment devant la Haute Assemblée, devant l'Assemblée nationale, pour l'équilibre des comptes. Moi, j'ai lu avec attention le président Marseille, à la fois son intervention à la tribune, mais aussi ce qu'il a dit récemment dans la presse, de la sincérisation des documents budgétaires présentés par le gouvernement. Le Premier ministre reviendra vers le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale dans les heures qui viennent pour lui expliquer comment il compte, avec les assemblées bien sûr, organiser ce débat pour qu'il soit effectivement respectueux du droit de dialogue, d'amendement des parlementaires et la présentation que présentera le gouvernement par ses divers ministres de ces documents. Aussi, puisque nous sommes dans les dernières heures et avant le vote solennel de votre Assemblée sur le projet de loi de finances, en vertu des articles 43 et 47 bis
Le gouvernement demande une nouvelle délibération sur la date qui concerne la prime d'activité, qui aujourd'hui est du 1er avril, pour l'appliquer dès le mois de janvier pour l'ensemble des personnes qui sont au SMIC au sein des salariés français. Il y a un deuxième amendement, vous le constaterez, qui prévoit effectivement une accélération selon la trajectoire que nous avons présentée du montant de la prime d'activité. Je le dis devant la Haute Assemblée, Monsieur le Président, et je reviendrai évidemment vers elle dès que le gouvernement aura pris des décisions définitives, parce que le but, c'est bien effectivement qu'il y ait 100 € de plus au mois de janvier pour les personnes qui sont au SMIC, qui travaillent au sein de notre pays. C'est qu'effectivement, la plupart des mesures, et chacun le sait ici quand on suit les débats, notamment Monsieur le rapporteur général du budget, la prime d'activité, ce sont essentiellement des mesures réglementaires, à part la date, qui est effectivement une mesure législative. Nous avons déjà budgétisé, c'est l'amendement que nous vous proposons, 600 millions d'euros, qui est le coût de l'avancée d'avril pour janvier. Il se pourrait que, suite au débat parlementaire à l'Assemblée comme au Sénat, nous puissions amener à constater, dans les débats parlementaires ou lorsque le gouvernement présentera des mesures réglementaires, un petit peu moins ou un petit peu plus de ces 600 millions d'euros. J'espère ainsi avoir répondu, bien sûr, à la question de la méthode, du déficit public, où on en est exactement. Et, Monsieur le Président Retailleau, le gouvernement reviendra devant le Parlement dans les prochaines heures, qu'il s'agisse du Sénat ou de l'Assemblée nationale, pour proposer, et nous sommes tout à fait à l'écoute des propositions de tous les groupes de cette Assemblée comme de l'Assemblée nationale, des mesures qui permettront d'équilibrer au maximum les comptes publics de notre nation. Le Président de la République a bien effectivement évoqué que le gouvernement travaillait, et il le fait en ce moment même, à des mesures soit d'économie, soit de différence équilibre des comptes publics, suite aux documents qu'il vous a présentés lors du projet de loi de finances ou du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Bien, en application de l'article 43, alinéa 4 du règlement, le gouvernement, s'il vous plaît, je ne voudrais pas être interrompu par les applaudissements, s'il vous plaît. Alors, en application de l'article 43, alinéa 4 du règlement, le gouvernement demande qu'il soit procédé à une seconde délibération des articles 39 et étab et 82, il s'agit respectivement du montant et de la date, comme le ministre, et pour coordination de l'article d'équilibre, article 38, et état du projet de loi de finances pour 2019. Je vais me tourner vers la Commission pour avoir son avis ou ses avis sur le rapporteur général. Je pense. En accord avec le président de la Commission des finances, je pense, Monsieur le Président, que nous ne nous opposerons pas à la seconde délibération et je pense qu'elle nécessitera, puisque nous venons d'avoir les deux amendements annoncés par le ministre à l'instant, ça nécessitera une brève réunion de la Commission des finances que Monsieur le Président pourrait fixer à une quinzaine de minutes, 20 minutes par exemple, le temps d'aller en Commission des finances. Néanmoins, l'amendement vient d'être présenté, donc comme vous d'abord peut-être quand même, je ne peux pas, Monsieur le Ministre, vous laisser dire ce que vous avez dit sur les travaux du Sénat, parce que nous avons fait en première partie un certain nombre de propositions. Je pense notamment... Attendez. Non, je pense notamment à ce qui a été dit sur la TICPE. Parce que comme je vous le rappelle, il n'y avait dans ce PLF pour 2019 rien sur la TICPE. Et dès l'année dernière, le Sénat avait gelé les tarifs de TICPE au niveau de 2018. Et cette année, nous avons introduit un article additionnel qui maintenait les tarifs au niveau de 2018. D'ailleurs, si nous ne l'avions pas fait, le gouvernement devrait nous en remercier aujourd'hui, parce que si nous ne l'avions pas fait, nous serions obligés d'avoir un collectif budgétaire dans les prochains jours. Donc j'aurais aimé avoir quelques remerciements à l'égard du Sénat. Mais en tous les cas, donc on ne peut pas, mes chers collègues, on ne peut pas honnêtement imputer au Sénat une mesure qui a un coût de l'ordre de 2,8 milliards, 2,9 milliards 800 millions d'euros, alors même que, dès la semaine dernière, elle a été reprise à son compte par le gouvernement après quelques hésitations, parce que nous avons d'abord parlé de moratoire, pour ensuite l'entériner complètement. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, nous avons été amenés, Monsieur le Ministre, à refuser, c'est une première, le vote de l'article d'équilibre en première partie. Pourquoi ? Parce que nous avons contesté vos chiffrages. Nous avions notamment des amendements qui ont été votés, je crois, à l'unanimité du Sénat, notamment sur l'arbitrage de dividendes, que vous n'avez pas voulu chiffrer. Nous avons également eu un désaccord sur le coût des exonérations de taxes foncières bâties à la charge des collectivités, que cette année vous avez chiffré à 1 milliard d'euros. Les élus locaux seront heureux de l'apprendre, alors que l'année dernière c'était chiffré à 400 millions d'euros, et nous avons eu un certain nombre de désaccords. Mais en la matière, vous savez que les chiffrages appartiennent au gouvernement, et pour ces raisons,
pour des raisons de désaccord profond sur les chiffrages, nous avons été amenés à refuser l'article d'équilibre. Et nous avons été amenés à voter l'ensemble des articles de seconde partie en finissant hier soir, d'ailleurs dans, je crois, d'excellentes conditions de travail. On peut remercier Olivier Dussopt qui était au banc du dialogue que nous avons eu avec lui. Et je remercie tous les bancs, dans le contexte très difficile, surtout tous les sénateurs de tous les bancs, d'avoir eu un dialogue de qualité. Et nous avons été amenés à proposer un certain nombre de mesures d'économie que vous avez même vous-même, Monsieur le Ministre, que votre gouvernement a chiffré, 2,8 milliards d'euros sur les mesures notamment de productivité dans la fonction publique et des mesures également sur l'AME. Donc vous avez vous-même chiffré à 2,8 milliards d'euros. Donc le Sénat, Monsieur le Ministre, a été dans ses responsabilités. Il a accepté, refusé plutôt des augmentations de gel, de fiscalité énergétique que vous pensiez insensibles parce qu'elles avaient été votées l'année dernière, et nous avons compensé concrètement ce gel de la fiscalité par des mesures d'économie. Donc nous avons été en responsabilité, et donc je ne considère comme une présentation qui n'est pas honnête d'imputer au Sénat une dégradation du solde du déficit. Bien sûr, je neutralise... Bon, je neutralise bien entendu les votes de rejet d'émissions parce que nous avons été amenés à rejeter un certain nombre d'émissions pour des accords. Mais bon, évidemment, nous souhaitons que les fonctionnaires qui assurent des missions de service public soient bien évidemment payés. Ce n'est pas parce que nous avons exprimé un désaccord profond qui nous a amenés à rejeter des crédits d'émission que nous le mettons évidemment dans notre sol. Donc nous avons été en responsabilité et je pense malheureusement, comme la plupart des collègues, qu'on aurait pu éviter un certain nombre de débats si on avait écouté plutôt le Sénat. Alors, sur l'amendement lui-même... Bon. Sur l'amendement lui-même, je le disais, je me suis concerté très brièvement avec le président de la Commission des Finances et je pense refléter l'opinion de tous les groupes. Nous souhaitons bien évidemment, nous acceptons le principe de la seconde délibération. Nous allons nous réunir en commission, mais vous avez donc pour l'ensemble des collègues un amendement qui accélère, qui anticipe, comme l'a dit le ministre, au 1er janvier la bonification individuelle de la prime d'activité. Je vous rappelle que l'article 82 de la loi de finances augmentait cette bonification individuelle qui était de 20 €. Il l'avait portée à 30 € après le passage à l'Assemblée nationale. Et cette bonification devait intervenir à compter du 1er avril. L'amendement que nous propose le gouvernement, si j'ai bien compris votre présentation, Monsieur le ministre, anticipe au 1er janvier. C'est bien ça. Donc là, il n'y a pas de... c'est relativement clair. Et puis nous avons un deuxième amendement qui est un amendement de crédit sur la mission Solidarité, donc une mission que nous avons examinée, mais comme le vote définitif n'est pas encore intervenu, on peut encore accepter par cette seconde libération des amendements de crédit qui rajoutent 600 millions d'euros de crédit. C'est bien cela. Voilà. Alors ma question est extrêmement simple. À quoi correspondent exactement ces 600 millions d'euros? Est-ce que ça correspond bien aux 100 €? Vous avez répondu, je pense, pour chaque travailleur. Et ça, on est bien au SMIC, c'est bien en moyenne, parce que la prime d'activité, je répète aux collègues, vous savez qu'il y a des conditions de composition du foyer fiscal. Donc ce ne sera pas 100 € pour tout le monde, en fonction de la composition du foyer. Mais alors, est-ce que, de manière plus précise, ça c'est pour éclairer simplement le choix d'abord des collègues en commission des finances et ensuite le vote final de notre Assemblée, j'ai 3 questions précises. Est-ce que c'est une augmentation des seuls bonus individuels de la prime d'activité ? Et est-ce que ça veut dire concrètement, ça correspond à 70 € de bonification? C'est un peu compliqué à comprendre. Vous avez 20 € en base, vous avez 30 € qui ont été bonifiés par l'article 82. Si on va arriver à 100, ça veut dire qu'il faut rajouter 70 €. Est-ce que c'est bien 70 € qui sont anticipés par rapport à ce qui était prévu, puisqu'initialement, je vous rappelle que ça devait augmenter chaque année jusqu'au 1er août 2019. Et est-ce que dans les 100 € annoncés, c'est ma 3e question, vous tenez bien compte, c'est un peu la même question, des 20 € qui étaient déjà prévus pour la base forfaitaire de l'été 2018. Voilà. Donc ça permettra d'éclairer le Sénat comment, à partir de 600 millions d'euros, on arrive concrètement à 100 € en moyenne de prime d'activité, sachant que vous avez déjà 20 € en base, déjà annoncés, 30 € qui arrivent au 1er avril, qui sont anticipés au 1er janvier. Et donc, est-ce que c'est bien le différentiel, c'est-à-dire 70 €? Merci de vos éclairages. Et ensuite, je pense que, si le Président en est d'accord, nous pourrions nous réunir en commission des finances pour quelques instants. Monsieur le Président de la Commission des finances. Monsieur le Président, pour confirmer sur les aspects de stricte procédure ce que vient d'exprimer le rapporteur général de la Commission, nous sommes sur un avis favorable concernant la seconde délibération et nous souhaitons une suspension de séance de 15 à 20 minutes de façon à ce que la Commission, en son lieu habituel de travail, puisse examiner les amendements et venir devant vous avec un amendement délibéré. Monsieur le ministre, peut-être déjà éclairer le Sénat et les
commissaire de la Commission. Je vais essayer, Monsieur le Président. Pour répondre concrètement à la question de Monsieur le rapporteur général, pourquoi le gouvernement propose une nouvelle délibération? C'est effectivement, je voudrais le répéter ici, que ce qui est de la compétence de la loi, c'est la date à partir de laquelle les citoyens français qui sont dans les critères de la prime d'activité, je rappelle que les critères pour le coup c'est le règlement qui les fixe, puissent être faits avant même le 1er janvier de cette année, de l'année prochaine. Sinon nous aurions une difficulté de ne pas verser, ou alors contre la loi, ce qui aurait été évidemment particulier, une prime d'activité avant le 1er avril. Donc ce que nous demandons au Sénat, c'est de laisser la possibilité effectivement au gouvernement de proposer cet amendement pour avancer à la date du 1er janvier, que les citoyens n'attendent pas le mois d'avril, pour avoir une revalorisation de leur prime d'activité. Et si vous n'adoptiez que l'amendement de date, nous aurions donc ainsi proposé l'avancée de l'argent en plus que nous avions déjà prévu dans le projet de loi de finances de 2019 que vous avez répété, monsieur le rapporteur général. Puis après, il y a le montant, effectivement, qui est autour de 600 millions d'euros. Ce montant permet à peu près une augmentation des primes d'activité de 70 €. Alors la question qui se pose, et je l'ai répété ici, c'est qu'il appartient tant en termes de montant budgétaire que de règlement, c'est-à-dire qui a le droit de toucher cette prime d'activité. Donc je voudrais rappeler ici à l'Assemblée qu'elle est particulière, puisqu'elle dépend des crédits de Madame Buzyn, c'est une prestation, alors que c'est manifestement quelque chose qui aide au travail, devrait d'ailleurs dépendre, je l'ai déjà dit, me semble-t-il ici, dans les débats parlementaires, dans les crédits du ministère du Travail, mais elle a été créée à l'époque dans le cadre du ministère de la Santé, enfin des Solidarités et de la Santé, et qu'elle est aujourd'hui une prestation que l'on demande et qui est soumise à un certain nombre de critères, par exemple dans la conjugalisation des revenus. Si quelqu'un est au SMIC et qu'il est en couple avec quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, il n'a pas le droit à cette prime d'activité. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État qui, sous divers gouvernements, ont rappelé le principe de cette nécessaire proportion d'aide publique aux gens qui travaillent, puisqu'elle est aujourd'hui versée aux gens contre 0,5 et 1,3 SMIC. Le gouvernement ne règle pas simplement, monsieur le rapporteur général, pour répondre concrètement à votre question et pour éclairer les débats des commissaires, à la question des 100 € de plus au SMIC pour les citoyens français l'année prochaine, ce qu'a dit le président de la République. Il n'a pas évoqué, chacun l'aura constaté, la prime d'activité dans sa déclaration d'hier. Il a dit qu'il y aura 100 € de plus pour les citoyens qui sont au SMIC l'année prochaine. L'une des façons de l'obtenir, c'est effectivement la prime d'activité. C'est une hypothèse de travail que soumet le gouvernement au Parlement. Et c'est pour ça notamment qu'il faut pouvoir avancer la date et budgétiser pour sincériser les discussions budgétaires que nous avons. Il se pourrait, je mets bien du conditionnel, qu'il y ait une autre façon également de compléter l'action du gouvernement et l'annonce du président de la République pour bien obtenir les 100 € au SMIC à partir de 2019. Donc les 600 millions d'euros que nous proposons, c'est l'avancée au 1er janvier de ce qui était budgétisé et qui atteint 70 € de plus pour les gens qui touchent aujourd'hui la prime d'activité au SMIC. Si je consulte le Sénat, y a-t-il des oppositions à cette deuxième délibération? Je n'en vois point. Je rappelle que le Sénat a décidé de procéder à une seconde délibération. Je rappelle les termes de l'article 43 alinéa 6 du règlement. Dans sa seconde délibération, le Sénat statue seulement sur les nouvelles propositions du gouvernement ou de la Commission présentées sous forme d'amendements et sur les sous-amendements s'appliquant à ces amendements. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au président? La Commission, monsieur le rapporteur général. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission s'est réunie et dans le bref temps qui lui était imparti, évidemment, nous n'avons pas pu expertiser la totalité d'un dispositif qui est complexe. Je vous rappelle, le ministre l'a dit, mais je le confirme, que les conditions d'accès à la prime d'activité sont des conditions qui sont largement réglementaires. Nous avons un amendement qui avance une mesure, celle de l'article 82, du 1er avril au 1er janvier. Donc là, c'est relativement clair et compréhensible. C'est les 30 €, 20 € initialement, 30 € après le passage à l'Assemblée nationale, qui devaient intervenir au 1er avril, qui sont adoptés et par anticipation au 1er janvier. Là-dessus, c'est relativement compréhensible. Le deuxième amendement, qui est plutôt le premier, est un amendement de crédit, 600 millions d'euros, qui donne une sorte de blanc-seing ou de confiance au gouvernement pour, sur le plan réglementaire, prendre les mesures. Et je répète que qui devrait permettre, si on fait confiance au gouvernement, d'arriver à une moyenne de 100 €. Parce qu'évidemment, ça dépend bien sûr de la composition et des ressources du foyer. Bon. Nous n'avons pas pu expertiser la totalité du dispositif. Certains groupes ont souhaité s'abstenir. Et c'est la raison pour laquelle la Commission se remet à la sagesse du Sénat. Bien.
Je vais maintenant consulter explication de vote. Y a-t-il des demandes? Monsieur le Président Retailleau. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, 3 observations. La première, c'est que, je l'ai dit, comme nous avons l'esprit de responsabilité, nous allons voter cet amendement, même si nous considérons que les choses sont assez gazeuses. Et que, en réalité, il y a une sorte de jonglage avec des chiffres qui sont difficiles à comprendre pour des sénateurs qui n'appartiennent pas à la Commission des finances, et je me demande ce que la population va comprendre. Ce qui m'amène au deuxième point. Mais nous voterons cet amendement, encore une fois, par esprit de responsabilité. Quand il y a le feu à la maison, on ne demande pas quelle est la taille de la chaussure du pompier. Deuxième élément, je pense que le gouvernement, c'est ce que j'avais compris dans les propos du président de la République. Mes chers collègues, j'avais compris que le président de la République demanderait à son Premier ministre d'exposer aujourd'hui, dans une des assemblées, sans doute à l'Assemblée nationale, les mesures de façon pédagogique. Pour l'instant, ça n'est pas fait et je pense que vous devez au peuple français une explication claire et nette sur ce qui est prévu dans les mesures. Par exemple, ça n'est pas 100 € d'augmentation du SMIC, si certains ont pu le comprendre, c'est la prime d'activité pour un certain nombre de conditions. Et je pense que c'est le troisième élément qui est aussi extrêmement important. Je pense qu'il faudra dans les prochains jours nous donner le calendrier de travail, notamment du Sénat, pour un texte rectificatif sur le PLFSS. Mais en tout cas, je pense qu'il est extrêmement important que vous puissiez nous apporter ces éclaircissements et au-delà de la Haute Assemblée, surtout au peuple français. Le président. Monsieur Bocquet, pour explication de vote. Oui, nous n'allons pas nous opposer à cet amendement, nous n'allons pas le voter non plus. On est depuis le début dans la communication et l'écart est saisissant entre les effets de communication et la réalité des chiffres. Déjà sur la revalorisation annoncée de 20 €, quand on grattait un peu les différents critères appliqués, on arrivait parfois à 8 ou 12 € et non pas 20 facialement. Donc déjà là, c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je retiens quand même la leçon qu'on nous a expliqué pendant tout le PLF qu'il n'y avait pas d'argent pour financer les amendements que nous proposions, par exemple, compte tenu de la dette et du niveau de la dépense publique. Et là, je me rends compte qu'en quelques heures, on trouve 600 millions d'euros pour répondre à une demande légitime. La parole est explication de vote, notre collègue Reynal. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous sommes donc saisis d'un amendement du gouvernement et donc d'une nouvelle délibération sur l'article 82 à la suite des annonces du Président de la République d'hier soir. Au-delà de la méthode de travail qui est inédite, Patrick Kanner l'a rappelé à l'instant, et sur laquelle je ne m'appesantirai donc pas, je veux d'emblée dire que le groupe socialiste et républicain votera en faveur de ce dispositif, en formulant toutefois quelques réserves. Nous ne pouvons qu'être en faveur d'une revalorisation de la prime d'activité. C'est d'ailleurs une mesure que nous avons proposée très récemment dans la proposition de loi pour sortir de la crise, répondre à la colère, pour plus de justice et d'égalité, déposée conjointement le 3 décembre dernier par les députés et les sénateurs socialistes. Nous pensons que cette mesure est donc utile et doit être accompagnée d'une réflexion sur le réalignement vers le haut des salaires supérieurs au SMIC. Car là, le sujet, c'est que quand on augmente le SMIC, ça amène généralement une augmentation généralisée des salaires. Lorsqu'on passe par la prime d'activité, ce n'est plus forcément le cas. De plus, nous souhaitons dire, mais cela a été dit par le ministre, que cette mesure proposée n'est pas une mesure nouvelle, mais une simple accélération d'une mesure déjà votée par la représentation nationale. Nous nous interrogeons également, est-ce que l'ensemble des personnes percevant le SMIC verront leur revenu augmenter de 100 € ou cette hausse pourrait-elle n'être que partielle, je crois qu'on l'a un peu sous-entendu, voire nulle dans certains cas. Enfin, la question du financement doit être posée, car elle a été complètement occultée à ce stade. Cet article modifié que nous voterons ne doit pas avoir pour conséquence
la mise en place d'un mécanisme de bon taux fiscal qui aboutirait à reprendre d'une main ce que donne l'autre. Nous voterons donc, comme cela a été dit par d'autres, en responsabilité en faveur de cet article modifié, tout en adoptant, Monsieur le ministre, la plus grande vigilance quant à ses traductions concrètes. Je vous remercie. Merci. La parole, votre collègue Emmanuel Capus. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous voterons bien sûr cet amendement. Le Président de la République fait en effet incontestablement un geste en faveur des salariés modestes. Nous le soutenons dans cette démarche. Il faut en France que le travail paie. La colère de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois est tout à fait légitime. À quoi correspond ce geste? Il semble, d'après ce que nous comprenons, que les 100 € de hausse pour le SMIC net correspondent à une prime d'activité de 70 € et à une baisse des charges de 20 ou 30 €, si je comprends bien. Je ne sais pas si la formule que vous nous proposez est la bonne. Ce qui est certain, c'est qu'elle semble la moins mauvaise. Pourquoi? Une hausse du SMIC brut, mes chers collègues, au-delà des 1,8 prévus, ne serait pas pertinente pour les salariés modestes. On sait que la hausse du SMIC brut, mes chers collègues, détruit des emplois, notamment des emplois peu qualifiés. C'est pourquoi je m'adresse plutôt à ma gauche. C'est un résultat bien documenté. On parle de 20 000 emplois détruits pour une hausse de SMIC de 1 %. Les petites entreprises, en particulier, seraient les plus touchées. Néanmoins, nous nous interrogeons, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, sur les effets de seuil qu'appelle votre mesure. Nous voterons cette hausse. Comment s'y opposer? Mais nous souhaitons que ces effets soient évalués et fassent le cas échéant l'objet d'un lissage pour que les personnes au-dessus d'1,2 ou 1,3 SMIC ne soient pas lésées. Nous nous interrogeons également sur l'impact concret de cette mesure pour les personnes au SMIC. En clair, toutes les personnes au SMIC de France vont-elles toucher 100 € ou parlons-nous en moyenne? Si c'est le cas, compte tenu de la conjugalité de la prime d'activité, il est clair qu'effectivement, il risque d'y avoir des déçus. Enfin, Monsieur le Ministre, sur votre appréciation du déficit tout à l'heure, Monsieur le Ministre, vous nous avez laissé perplexes. En effet, vous avez parlé de 1,9 % de PIB. Cela veut-il dire que vous abandonnez la bascule du CICE en baisse de charges cette année? En tout état de cause, notre commission des finances, mes chers collègues, devrait être informée de l'impact de cette mesure dans les plus brefs délais. Je vous remercie. Madame Lienemann, vous n'avez pas vu. Eh oui, mes chers collègues, chaque parlementaire a le droit d'exprimer son point de vue. Ce que je voudrais d'abord vous dire, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, c'est que nous sommes devant une situation d'usine à gaz pour un enfumage total de nos concitoyens. On n'est même pas déjà capable ici, nous-mêmes qui sommes quand même relativement attentifs aux affaires budgétaires, de pouvoir comprendre précisément ce qui est proposé. Donc, en réalité, la chose dont on est certaine, c'est que ce n'est pas une hausse salariale. Et vous savez bien que ça a beaucoup d'effets, puisque ça veut dire que toute une série de gens n'auront pas de hausse de salaire. Je passe tous ceux qui, par exemple, dans la fonction publique, etc. Mais surtout, il n'y a pas une dynamique de revalorisation salariale qui est nécessaire pour l'ensemble des salariés, en tout cas pour ceux qui sont les salariés moyens et modestes de ce pays. Deuxième chose, c'est que la prime d'activité, c'est une prime qui est calculée, on le sait, au regard des 2 salaires dans la famille et qui compte les allocations logement, toute une série d'aides. Ce n'est pas une rémunération du travail, c'est une aide publique pour compenser l'insuffisance des salaires. Et je ne crois pas que les Français attendent aujourd'hui une aide publique payée en vidant les caisses de la sécurité sociale pour se substituer à une nécessaire revalorisation de leur salaire. La deuxième chose, c'est que la prime d'activité, il faut la demander. Il faut la demander. Et il faut tous les 3 mois remplir des papiers pour savoir si elle est maintenue. Il peut vous arriver qu'un trimestre, vous touchez la prime et que le trimestre suivant, vous ne la touchez pas parce que, par exemple, la prime de Noël vous fait passer pile poil au-dessus de l'ayant droit à la prime d'activité. C'est une logique, c'est une bureaucratie phénoménale. C'est un mécanisme qui finit par diviser les Français.
là où la revalorisation du pouvoir d'achat des catégories basses et moyennes aurait dû être ce que le gouvernement retient, et parce que par ailleurs, non seulement les Gilets jaunes, mais une grande majorité des Français attendent cette dynamique-là. Ils passent à côté du chemin et aujourd'hui, la confusion de leurs propositions et des formulations de communicants bien pensés vont donner le sentiment encore davantage à nos concitoyens qu'on se moque d'eux, qu'on les méprise et qu'on fait semblant de leur donner des réponses alors que ce ne sont pas. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Je n'en vois plus. Pardonnez-moi, Monsieur le ministre. Et ensuite, nous passerons au vote. Je vais essayer, Monsieur le Président, de répondre aux interrogations des divers intervenants. Dire à Madame la ministre Lienemann que je peux être d'accord avec elle. La prime d'activité est une invention très bureaucratique. Elle a été inventée par la loi de 2015, Madame la ministre. Et permettez-moi de vous dire, Madame la ministre, si je puis me permettre, vous l'avez peut-être pas voté, je me permets juste de le préciser. Je me permets juste de vous le préciser. J'ai déjà eu l'occasion plusieurs fois dans cet hémicycle, Monsieur le rapporteur général, je crois, en est le témoin, de dire à quel point je pense qu'il fallait effectivement revoir un certain nombre de choses. Et puis je me permets de corriger une seconde fois votre intervention. Ce n'est pas dans les comptes de la sécurité sociale que l'argent est pris, c'est bien dans les crédits d'État. C'est une différence très importante. Et j'ai moi-même précisé qu'effectivement c'était dans les crédits budgétaires, puisque nous sommes ici en débat budgétaire, des crédits qui relèvent de Madame la ministre des Solidarités et de la Santé et pas au ministère du Travail, ce qui pose effectivement une question. La prime d'activité est une prestation, mais n'est pas effectivement reliée aujourd'hui, ce n'est pas le législateur qui l'a souhaité, ni le gouvernement d'alors qui l'a souhaité, comme une aide travail, même si aujourd'hui de plus en plus de gouvernements, et nous l'avons présenté, comme une aide autour du travail. Deuxièmement, je voudrais répondre notamment à M. Capu, qui m'a interrogé sur les questions autour du déficit. Je voudrais repréciser une nouvelle fois l'état actuel des comptes publics, et il me semble que, comme nous sommes en débat budgétaire, c'est nécessaire que le gouvernement le reprécise à la demande du Parlement. Nous sommes, lorsque nous avons présenté les comptes publics PLFSS, PLF sur les bureaux des assemblées, à un déficit de 1,9%, avec l'effet 0,9, parce qu'aujourd'hui l'effet CICE basculement, CICE en allègement de charges, de 0,9. Aujourd'hui, nous l'avons dit d'ailleurs dans la LPFP, nous l'avons dit dans le débat parlementaire, nous l'avons dit à la Cour des comptes, le Haut Conseil des finances publiques l'a noté, la Commission européenne a donné son accord. Il y avait un effet de ressaut du déficit et nous calculons le déficit indépendamment de cette réforme de structure qui est le CICE en allègement de charges. Après le débat parlementaire, nous sommes passés de 1,9 à 2% de déficit. Les annonces faites par le Premier ministre, d'une part, grosso modo la fin de la taxation carbone pour 4 milliards, et les annonces du Président de la République, d'autre part, hier soir, aux alentours de 6 milliards, ça fait 10 milliards. 0,1 de déficit, c'est 2 milliards à peu près. Et donc c'est 0,5 de déficit en plus, taxation carbone abandonnée, plus annonce du Président de la République. Nous sommes donc à l'heure actuelle, au moment où les annonces du Président de la République ont été faites, à 2,5% du déficit. Et il y a les 0,9 effectivement de CICE qui sont comptés, si j'ose dire à part, mais qui pour la Commission européenne ont été négociés ainsi. Nous aurons un débat parlementaire. Je ne peux pas vous dire à la fin des fins, sur les amendements de l'Assemblée du Sénat, quel sera exactement le déficit public. Mais ce que proposera le gouvernement au débat parlementaire, ce sera effectivement ces 2,5%. Je voudrais d'ailleurs dire aux parlementaires qu'ici, nous proposons effectivement la concrétisation, et je voudrais répondre à Monsieur le Président Retailleau, d'une des propositions du Président de la République. Il s'agit effectivement d'atteindre 100 € d'augmentation pour les salariés au SMIC en 2019, sans charge supplémentaire pour les entreprises. Je pense que chaque mot de l'annonce du Président est importante. Nous avons ici la possibilité, et c'est pour ça que le gouvernement vous demande une nouvelle délibération, d'abord de tenir la promesse que ça se passe au 1er janvier, à partir du mois de janvier et pas à partir du mois d'avril, en ce qui concerne la prime d'activité, dont je rappelle au Parlement qu'elle a été proposée dans son augmentation par le gouvernement. Et il l'a fait l'année dernière, il le fait cette année, enfin il l'a fait dans le débat budgétaire cette année, et il vous propose, notamment par l'amendement numéro 2 que nous vous présentons, d'accélérer l'augmentation de la prime d'activité qui était prévue en 2020, 2021, 2022, que nous avons inscrit dans notre trajectoire budgétaire, de l'accélérer en 2019.
Et comme la date à partir de laquelle la prime d'activité est versée aux salariés français dépend du Parlement, et afin que nous ne puissions pas dire que le gouvernement n'a pas saisi l'occasion de la nouvelle délibération pour avancer cette date du mois d'avril au mois de janvier, c'est l'objet du premier amendement, Monsieur le Président. Nous proposons au Parlement d'avancer la revalorisation de la prime d'activité qui était déjà prévue et que nous accélérons pour les salariés, notamment au niveau du SMIC, au 1er janvier. Puis après, il y a la deuxième question, c'était la question que m'a posée Monsieur le rapporteur général avant votre interruption de séance, c'est est-ce que les 600 millions d'euros que nous budgétisons sont suffisants pour atteindre les 100 € au SMIC. De ce point de vue, il est important effectivement d'éclairer le Parlement pour dire que la prime d'activité, elle est effectivement demandée par une partie des salariés français et aujourd'hui, elle n'est pas automatique pour tous les salariés au SMIC puisqu'elle dépend, mais il me semble l'avoir dit tout à l'heure dans mon propos, mais je le répéterai bien volontiers, il me semble que l'une des difficultés, et ces critères dépendent du règlement, Madame la Ministre, et ne dépendent pas de la loi. Et j'ai dit à quel point le gouvernement allait travailler sur ces critères, si c'était le choix qui était fait effectivement, et le Premier ministre aura l'occasion d'annoncer peut-être plus en détail dans les heures qui viennent un certain nombre de sujets, c'est cet objectif qui ne doit pas être diminué de 100 € d'augmentation pour les salariés au SMIC. Tous les salariés au SMIC ne touchent pas la prime d'activité. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous nous occupons par cette délibération de ceux qui la touchent. Et le Premier ministre a annoncé effectivement à l'Assemblée nationale pendant que nous étions à cette question, mais il me semble l'avoir dit également avant l'interruption de séance, il y aura une proposition du gouvernement pour que ceux qui ne touchent pas la prime d'activité puissent également connaître sans charge par les entreprises, j'entends que c'est la proposition qui est faite par l'aile gauche de cet hémicycle, c'est que finalement ce soit l'entreprise qui paye ces augmentations, ce n'est pas le choix qu'a fait le gouvernement, sans charge pour les entreprises, qu'il y ait 100 € d'augmentation pour les salariés au SMIC. Donc il y a deux choses, il y a la date et il y a le montant de la prime d'activité pour ceux qui la touchent. Et le gouvernement reviendra vers le Parlement du montant de la prime d'activité pour ceux qui ne la touchent pas. Et puis il y a troisièmement la question que vous posez. Et il y a la... Et il y a la troisième question. Et il y a la troisième question, Monsieur le Président Retailleau, que vous posez de l'organisation de vos débats. Et à travers l'organisation de vos débats, quand est-ce que nous pouvons faire adopter par le Parlement la mesure qui concerne la CSG, la baisse de la fiscalité pour la CSG, la mesure de défiscalisation et de désocialisation avancée des heures supplémentaires, la prime défiscalisée et déchargée et le complément des 100 € pour ceux qui ne touchent pas la prime d'activité. Et à la fin de tout ça, j'entends la question des parlementaires, comment cela est financé? Est-ce que le gouvernement fait le choix, avec le Parlement, de laisser agrandir son déficit au point que j'ai évoqué tout à l'heure des 2,5? C'est un premier point. Ou est-ce qu'il choisit de proposer des mesures d'économie ou de décalage de recettes pour tenir effectivement les comptes publics à un niveau que nous jugerions tous acceptable? Je pense que nous n'allons pas régler cette question en début d'après-midi sur la nouvelle délibération. Et il appartient à M. Retailleau, je crois que vous comprendrez, au Premier ministre de préciser avec le président du Sénat et le président de l'Assemblée l'organisation de nos débats. Le président Marseille a évoqué la possibilité de l'utilisation de l'article 10 de la Constitution, puisqu'il s'agit des gouvernements précédents l'ont fait. Il me semble que le Premier ministre Raffarin l'a fait en ce qui concernait la loi électorale, lorsque le Sénat et l'Assemblée ont eu à connaître la censure du Conseil constitutionnel sur la loi électorale qui connaissait les régionales. Il me semble qu'un gouvernement socialiste a eu à connaître une nouvelle délibération de la part du président de la République en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie. Et il me semble que le président Mitterrand, du temps de la cohabitation de Jacques Chirac, a eu l'occasion d'utiliser l'article 10 de la Constitution pour demander, peut-être sur certains articles et pas sur tous les textes, une nouvelle délibération et donc un nouveau débat. Il se peut également qu'il y ait un texte particulier qui soit présenté sur le bureau de l'Assemblée. On l'a déjà fait, ce qu'on appelle un collectif budgétaire, un PLFR ou un PLFSS rectificatif. Je crois, et ça vous le comprendrez, Monsieur le Président Retailleau, qu'il ne m'appartient pas d'évoquer ce qu'aura choisi le Premier ministre et le Président de la République, en lien bien sûr avec les assemblées. Je voudrais juste rappeler qu'il s'agit ici de permettre aux salariés français de toucher au mois de janvier la prime d'activité plutôt que le mois d'avril. Merci. Nous allons maintenant voter. Je rappelle d'abord l'amendement qui porte le numéro C1. Je vais le mettre aux voix ainsi modifié. L'ensemble ensuite constitué par l'article 39 et l'état B annexé. Ceux qui sont favorables le manifestent en levant la main. Avis contraire?
Abstention. Et ainsi l'article est adopté. Même vote pour l'article attaché. Nous passons à l'article 82 sur lequel je suis saisi d'une demande de scrutin public par le groupe de La République En Marche. Je rappelle que l'avis de la commission, c'est la sagesse. Nous allons procéder au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Résultat du scrutin numéro 36. Votant 347, 328 exprimés pour l'adoption 328. Le Sénat a donc adopté l'article avec lui. L'article 38, article de coordination. Toujours, monsieur le rapporteur général, la même sagesse de la commission. Avis favorable, ça tire les conséquences des votes précédents. Demande d'explication de vote. Monsieur Savoldelli. Mais oui, c'est une séance de rattrapage. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Vous avez gardé un bon périmètre de vue, là. Plus sérieusement, mes chers collègues, nous pensons qu'on est dans une situation, on vient de la vivre, là, grave au plan politique. Hein. Il ne faut pas qu'on s'étonne qu'il y ait une crise de la politique dans notre pays. Hein. On est dans une totale confusion, là. Franchement, il y a un manque de respect vis-à-vis de nos concitoyens et il y a aussi un manque de respect vis-à-vis des parlementaires. On a un ministre ici qui nous dit, c'est pas l'augmentation du SMIC, c'est une prestation sociale. On a le Premier ministre qui est à l'Assemblée nationale qui dit, parce que l'autre l'appelle et lui dit, bah oui, les smicards vont pas toucher 100 € de plus par mois. Donc le Premier ministre dit aux députés, tous les gens au SMIC vont toucher 100 € par mois. Non mais attendez, non mais c'est grave. C'est grave parce que les smicards, il faut les traiter avec respect. Et les parlementaires, pareil. Pareil. Franchement. C'est honteux qu'on ait ce débat-là, franchement. Et là, ce n'est pas une question d'étiquette politique. Quand il y a une telle souffrance, que des gens y travaillent, qu'on ait des confusions entre une prestation sociale qui est régie par son revenu fiscal, par la composition de sa famille, par l'allocation logement, comme ça a été très bien dit, que ce n'est pas une augmentation salariale en fonction de son travail. Mais franchement, on est en train de la tuer, la politique, là. Franchement, on est en train de tuer la politique en s'y prenant comme ça. C'est honteux. Et il y a une cacophonie dans ce gouvernement. Parce que je crois que vous commencez à avoir compris que les Français sont en train de se mobiliser, ils sont en train de retrouver confiance dans leur propre capacité de faire de la finance, de faire l'économie et de choisir dans quelle société ils veulent vivre. Bien. Je soumets maintenant au vote. Ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et l'article est identique. Nous en avons terminé avec l'ensemble des deuxièmes délibérations. Et maintenant, nous allons aborder les explications de vote et le vote du projet de loi de finances adopté par l'Assemblée nationale pour 2019. Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits, notamment par les groupes. Notre collègue Emmanuel Capus pour le groupe Les Indépendants. Nous terminons l'examen du second projet de loi de finances du quinquennat dans un contexte difficile, qui tranche sensiblement avec la situation de l'année dernière. Le président de la République s'est exprimé hier soir. Il a annoncé des mesures fortes en faveur des salariés et des retraités les plus modestes, qui rendent la poursuite des violences encore plus inacceptable. Ceux qui appellent à les poursuivre ne sont pas seulement irresponsables, ils sont incohérents et mentent aux Français. Comment expliquer en même temps que la suppression de 5 € d'APL est une catastrophe, ce qui peut être tout à fait exact pour beaucoup d'entre eux, et dans le même temps critiquer la hausse de 100 € de la prime d'activité et la juger insuffisante? Où est la cohérence? Mes chers collègues, il faut maintenant arrêter la surenchère. Aujourd'hui, dans ce contexte de crise politique et sociale, le risque serait dorénavant de revoir nos ambitions à la baisse.
de faire l'autruche, de faire comme nous avons toujours fait, augmenter les dépenses et augmenter les impôts. Au contraire, nous croyons que le temps des vieilles recettes, nous croyons qu'il faut faire preuve de responsabilité. C'est valable pour les Gilets jaunes, pour les parlementaires et pour le gouvernement. La responsabilité du gouvernement, tout d'abord, elle est double. La première de ces responsabilités, c'est de répondre concrètement à la colère légitime qui s'exprime dans le pays, de l'écouter avec lucidité, comme l'a rappelé le Premier ministre ici au Sénat la semaine dernière. Et hier, le Président de la République a fait preuve de lucidité face au déclassement social d'une partie de nos concitoyens, face à l'érosion continue de leur pouvoir d'achat depuis plus de 20 ans. Mais le mal est plus profond. C'est de l'essoufflement du modèle français dont il est question. Un modèle qui rime aujourd'hui avec un État obèse, des services publics de plus en plus éloignés et une hausse des inégalités. Pour répondre à cette détresse, le Sénat a fait plusieurs propositions lors de l'examen de ce budget en direction des personnes modestes et des petites entreprises. Le gel de la hausse de la TICPE, l'aménagement de la réforme de la fiscalité du GNR, même si nous aurions souhaité qu'elle aille encore plus loin chez les indépendants, l'aménagement de la réforme de la fiscalité du GNR, je l'ai dit, la lutte contre la fraude fiscale. Nous sommes heureux que le gouvernement ait saisi la main tendue sur certains de ces sujets, notamment sur le sujet des taxes énergétiques. Mais il y a une autre colère que nous entendons, tout particulièrement au sein de notre Assemblée, celle des élus locaux, des élus ruraux, qui se sentent trop souvent ignorés par l'État. Ils sont au plus près des citoyens, ils leur ont ouvert leurs portes ces derniers jours, comme d'habitude, pour comprendre leurs inquiétudes. Ces élus ne demandent qu'une chose, Monsieur le Ministre, les moyens d'agir. Le Sénat, là encore, a sensiblement amélioré le texte du gouvernement sur les collectivités territoriales pour mieux prendre en compte les spécificités locales. Il faut maintenant que le gouvernement travaille avec les élus locaux dans les prochaines semaines. Ils sont l'une des clés de la sortie de la crise, car ils forment l'ossature de la République. L'autre responsabilité du gouvernement tient à la refonte indispensable de la dépense publique et de la fiscalité de notre pays. Les annonces du Président de la République doivent maintenant être financées. Mais il serait insupportable et incompréhensible pour les Français que cela se fasse au prix de plus d'impôts et de plus de dettes. Comme l'a dit le président Maluret la semaine dernière à cette tribune, depuis 30 ans, nous n'avons pas réformé alors que tous les autres pays autour de nous se réformaient. Et en punition, nous avons eu le pire des deux mondes. Plus de dépenses publiques et moins de services publics. Plus de dettes et moins de justice. Plus de mots et moins d'actes. Aujourd'hui, Monsieur le Ministre, il vous incombe de faire les réformes que tous les autres ont mis sous le tapis. Repenser les mesures fiscales punitives et complexes héritées des quinquennats précédents. Évaluer, enfin, la dépense publique pour supprimer les programmes inefficaces. Réduire la dette et donner des perspectives d'avenir à nos concitoyens. Les événements nous mettent au pied du mur. Est-ce que nous allons sortir de cette crise, comme de tant d'autres auparavant, avec un rafistolage qui ne changera rien? Ou est-ce que nous allons profiter de cet électrochoc pour résoudre le mal français? Nous l'avions dit lors de la discussion générale. Ce budget est trop timide pour sortir la France de l'ornière. Il est d'ailleurs déjà caduc. Il est aujourd'hui de votre responsabilité de changer de cap. Mais la responsabilité de la représentation nationale, et particulièrement du Sénat, n'est pas moins grande. Car la dégradation du climat social est propice à la démagogie, aux postures et au jusqu'au-boutisme. L'année dernière, en choisissant Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen, les Français avaient envoyé à la classe politique un message de modération, d'apaisement des antagonismes et de préférence pour les propositions constructives. Ça n'était pas pour déplaire au Sénat qui, sous l'égide de son président actuel, pratique largement ses vertus. C'était également la raison d'être
de notre groupe. Aujourd'hui, alors que la crise gronde, souvenons-nous de cet appel. En temps de crise, la modération est un courage et un effort. Ce courage et cet effort, soyons-en dignes. Dans ces temps difficiles, soyons force de proposition pour sortir notre pays de l'ornière dans laquelle il est bloqué depuis 30 ans. Nous voterons, Monsieur le Ministre, ce projet de loi de finances à la condition qu'il soit la première étape d'une refondation plus large du modèle français. C'est une nécessité politique et sociale. Nous sommes prêts à participer aux concertations qui auront lieu dans les mois prochains pour réformer vraiment notre pays. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, heureux de vous revoir. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, que retenir de nos débats sur ce PLF 2019 ? Bien sûr, un calendrier bouleversé jusqu'à la dernière minute, du jamais vu, par un mouvement social que ni le Président de la République, ni le gouvernement n'ont senti venir, enfermés dans leurs certitudes, ressentis souvent comme méprisants par nos concitoyens. L'année 2019 devrait être celle du pouvoir d'achat. C'est l'heure de la preuve que nous tenons nos promesses, disiez-vous, Monsieur le Ministre des Comptes publics, en septembre dernier. Quelle puissance de conviction! Mais de quelles promesses parliez-vous, Monsieur le Ministre? Augmenter la CSG, même sur les petites retraites, désindexer les pensions et les laisser rogner par l'inflation, baisser les APL de 5 € et les désindexer cette année, prendre 1,5 milliard dans les poches des bailleurs sociaux, supprimer l'APL accession dont bénéficiaient les plus modestes et engranger, ni vu ni connu, sans vous soucier des conséquences, l'augmentation des taxes sur les carburants, le gaz, l'électricité, votée par vos prédécesseurs. Rien de tout cela ne figurait dans le programme du Président de la République. Vous parliez pouvoir d'achat, mais vous repreniez d'une main ce que vous donniez de l'autre. Et les grandes perdantes sont toujours les mêmes, les classes moyennes, actives ou retraitées. Pour elles, depuis 18 mois, c'est du bonneteau fiscal dont elles n'ont pas été dupes. Et cette fracture fiscale se double d'une fracture territoriale pour celles et ceux qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leur voiture au quotidien. Et cette fracture-là non plus, vous n'avez pas voulu la voir. Quant à l'ISF, autre sujet de controverse, vous l'avez partiellement supprimé, conservant cependant un impôt sur la fortune immobilière. Mais votre flat tax, sans mesure de réorientation des capitaux, s'est traduite par une désertion des dispositifs qui finançaient nos PME au profit, comme d'habitude, de l'assurance vie et des emprunts d'État. Vous avez ainsi perdu sur les deux tableaux, celui de l'opinion, car l'ISF est un totem, mais vous avez aussi perdu sur le terrain de la capitalisation de nos entreprises. Comment vous étonner que votre politique fiscale soit considérée comme injuste et inefficace par une grande majorité des Français? Et en imaginant pouvoir confisquer au profit du budget général de l'État une grande partie des taxes dites écologiques, vous avez de plus porté un coup à l'idée même de transition énergétique. La hausse des taxes sur les carburants a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de la colère des Français. Et c'est leur consentement même à l'impôt, fondement de notre démocratie, que vous avez mis à mal. Tout cela en 18 mois, beau résultat. Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons réindexé les retraites lors de l'examen du PLFSS? Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons revalorisé le quotient familial, les prestations familiales? Que n'avez-vous écouté le Sénat lorsque nous avons voté l'annulation de la hausse des taxes sur les carburants? Que n'avez-vous, Monsieur le Ministre, écouté le Sénat lorsque nous avons, en première et en seconde partie, tenté de vous alerter contre les effets calamiteux de votre politique du logement qui est en train de plonger un secteur entier dans la crise? Au lieu de cela, au moment du vote de la première partie de ce PLF, vous avez fustigé l'irresponsabilité de la Haute Assemblée, accusée de creuser le déficit, avant même de voir quelles économies nous allions proposer.
Depuis hier soir, Monsieur le ministre, vous avez bonne mine. Nous allons donc, exercice inédit, nous prononcer sur ce PLF après avoir accepté de le modifier in extremis pour aider à la sortie de crise, et nous devrons examiner un PLFSS rectificatif dans les prochains jours. Malgré tout, notre vote pour ce budget nous donnera et donnera à la majorité sénatoriale la satisfaction d'avoir montré la voie au gouvernement sur bien des points. Mais l'important maintenant, c'est la suite. La suite pour 2019, bien sûr, mais aussi pour la trajectoire des finances publiques jusqu'en 2022. Pour 2019, vous avez donc un choix. Tenir le déficit ou le laisser filer au-delà des 3%, d'autant, Monsieur le ministre, que la croissance risque manifestement de ne pas être au rendez-vous de vos attentes. Si vous souhaitez tenir les déficits, il n'y a qu'une solution, baisser la dépense. Là aussi, vous pourriez vous inspirer des votes du Sénat en seconde partie. Il faudrait un peu de courage politique et vous y trouveriez 2,8 milliards d'économies potentielles. Faute d'avoir engagé, dès le début du quinquennat, les réformes structurelles nécessaires, il est malheureusement à craindre le retour du rabot budgétaire, du gel et pourquoi pas du surgel des crédits votés. Nous formons en tous les cas le vœu que ni le budget de nos forces armées, ni celui de nos forces de sécurité ne figurent dans les variables d'ajustement budgétaire. Vous avez déjà, en PLFR, donné un coup de canif dans la loi de programmation militaire. Nous devons maintenant sanctuariser ces deux budgets. C'est le minimum que nous devons aux hommes et aux femmes qui risquent leur vie pour défendre notre liberté, nos valeurs, notre République. Quant à la trajectoire 2022, elle est morte hier soir. Elle n'intègre déjà pas la suppression complète de la taxe d'habitation qui coûtera 10 milliards de plus. Il faut maintenant financer les annonces du président de la République. Dans un contexte de grande incertitude, où la remontée des taux d'intérêt devient chaque jour plus probable, nous ne pouvons pas abandonner l'objectif d'une inversion rapide de la courbe de la dette. Vous devez, Monsieur le ministre, y répondre. Le groupe Les Républicains votera ce PLF, modifié par le Sénat, et rendra ainsi un grand service au gouvernement, ne serait-ce que pour permettre à l'Assemblée nationale de maintenir l'annulation des taxes sur les carburants, de toucher à la prime d'activité et peut-être d'autres mesures sur le logement, par exemple, que nous avons adoptées. Vous y trouverez aussi un dispositif de lutte contre la fraude fiscale à la taxation des dividendes dont le rendement est estimé entre 1 et 3 milliards. En cela aussi, le Sénat vous aura aidé. Nous sommes prêts à nous remettre au travail, Monsieur le ministre, en responsabilité, mais il est temps que vous changiez de cap. L'acte 1 du quinquennat est terminé, le mirage du nouveau monde s'est dissipé, le temps que vous est compté comme il est compté à la France. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, chers collègues, nous avons vécu, il est vrai, une séquence budgétaire assez inédite. La République a déjà connu des épisodes difficiles et nous en avons vécu un nouveau. Nous avons débattu dans un contexte, effectivement, où l'on voit nos procédures habituelles de loi de finances sont percutées par l'actualité, et c'est bien normal, par les mouvements sociaux, par les chaînes d'information en continu et par les réseaux sociaux. Ainsi, faudra-t-il s'y habituer. Cette crise des Gilets jaunes n'est pas née en 4 samedis, elle est née en 4 décennies, c'est mon point de vue. Sur le pouvoir d'achat, le président a répondu par des mesures puissantes et concrètes. Elles sont solides et il ne faudrait pas que les débats qui sont légitimes viennent finalement, pour des raisons techniques, masquer la réalité puissante et solide des annonces du président de la République hier. Cela se jouera aussi dans l'entreprise. Que chacun prenne ses responsabilités, notamment pour la prime de fin d'année. Il faut aussi le rappeler, il y a un rôle qui est important dans les entreprises. Il faudra mettre en œuvre ces mesures. Et ce contexte donne une coloration particulière, oui, à notre loi de finances. Une partie a déjà été prise en compte dans ce texte, et par honnêteté intellectuelle, je dois reconnaître une forme de clairvoyance
à la majorité sénatoriale. Ben oui, monsieur le rapporteur général. Mais vous voyez, j'essaye d'être honnête intellectuellement. Une forme de clairvoyance intellectuelle à avoir effectivement supprimé la trajectoire carbone telle qu'elle était prévue. Il y a donc une forme de convergence d'ores et déjà dans le texte. Et c'est pourquoi, alors que le groupe La République En Marche, traditionnellement, aurait voté contre, nous allons nous abstenir sur le projet de budget. S'ouvre maintenant une période de débat avec les Français. Ce débat, il doit avoir lieu dans nos territoires, il doit avoir lieu partout. Il faut faire de cette colère une chance. C'est aussi une opportunité, une occasion pour le Sénat, qui est la chambre des territoires, puisque ce débat doit se dérouler au plus près des territoires. J'espère que collectivement, nous nous en saisirons. Transition énergétique, transition démographique mondiale, pouvoir d'achat, les sujets sont sur la table. Le bicamérisme a joué son rôle et donc je sais que les territoires joueront leur rôle dans ce débat. Il a joué son rôle puisque le Sénat avait amélioré et enrichi sur plusieurs points. Je pense notamment aux opérations de fraude en matière des dividendes, monsieur le rapporteur général, ou bien le débat riche que nous avons eu sur les Outre-mer, le débat sur les dépenses fiscales ou bien dépenses budgétaires pilotables. Dans le moins positif, si j'ose dire, et aussi traditionnel, il y avait des parties qui étaient, je le pense, moins satisfaisantes. Je pense aux successions de taux de TVA réduits, je pense au vote sur l'extension de l'exonération pour les permanences de soins pour les médecins qui me semble un peu contradictoire avec le discours que nous tenons par ailleurs sur la ruralité, et puis au débat qui a été éludé sur les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc, du plus et du moins, selon nous, comme d'habitude. Je regrette, et je ne vais pas rentrer dans le débat sur l'équilibre ou le déséquilibre, mais sur ce débat sur le chiffrage, je trouve assez inédit et dommage qu'au moment de l'article d'équilibre, la majorité sénatoriale ait refusé le chiffrage proposé par le gouvernement. Je pense que la confiance se construit aussi dans les deux sens, c'est vrai, du gouvernement vers le Parlement, mais parfois du Parlement vers le gouvernement. J'espère que ce ne sera pas réédité à l'avenir. Rituel aussi pour la majorité sénatoriale, le rejet d'un certain nombre de missions. 6 missions ont été rejetées. On parlait tout à l'heure de la mission défense et la mission défense a failli être rejetée. C'est dommage là aussi parce que je pense quand même que dans le débat, les efforts réels avaient plutôt été soulignés. Mais elle n'a pas été rejetée. 6 au total l'ont été dans différents secteurs ministériels. Mais aussi, il y avait 2 aspects qui auraient pu nous conduire à voter contre ce budget ce que nous ne ferons pas. C'est bien sûr les 2 mesures traditionnelles de la majorité sénatoriale ici, qui est l'économie sur le temps de travail des fonctionnaires et l'économie sur l'aide médicale d'État, c'est-à-dire les 2 cibles qui sont toujours identiques, à la fois les étrangers et puis les fonctionnaires. Pardon de le dire de façon un peu rapide. Qui peut croire, à un moment où on demande de la concertation, à un moment où on demande moins de verticalité, qu'on va d'un trait de plume réaliser une économie sur le temps de travail des fonctionnaires sans même en avoir parlé à leurs organisations professionnelles. Je pense quand même que, oui, il faut faire de la réforme de la fonction publique, mais de la réforme qualitative et non pas quantitative. Ça me paraît contradictoire de dire on va faire une économie comme ça, ex abrupto, sur le temps de travail des fonctionnaires. Quant au sujet de l'aide médicale d'État, d'un point de vue ne serait-ce que d'humanisme, mais aussi de salubrité publique, ce n'est pas une bonne mesure. Et pardonnez-moi de le dire, mais ces 2 mesures d'économie ne font pas un budget alternatif de notre point de vue. Commence maintenant un débat. Ce débat, il va se dérouler devant les Français. C'est le temps de l'échange qui vient et, à mon avis, moins le temps des motions de censure à l'Assemblée nationale. Je pense que celle-ci intervient à contretemps après les annonces du président de la République. Au regard de la façon dont ce texte a évolué,
dont finalement, y compris les annonces du président de la République, en reprennent une partie, et en particulier sur la trajectoire carbone, le groupe La République En Marche s'abstiendra sur ce budget tel qu'il sort du Sénat. Je vous remercie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames, Messieurs, chers collègues. SMIC, 1498,47 brut mensuel, soit 1188 € net. RSA, 550,93 € pour une personne seule sans enfant et 1157 € pour un couple avec 2 enfants. Minimum vieillesse, 634,66 €. Pension de retraite moyenne des femmes de 1091 € brut, inférieure de 42% à celle des hommes. Voilà la réalité. Voilà la vie réelle de millions de nos concitoyens qui attendaient des réponses claires du chef de l'État à leur exigence de vivre mieux, d'être respectés dans leur dignité. Tout en maintenant son cap, le président de la République, avant encensé sur sa vision avant-gardiste de la politique, eh bien, il a rencontré l'humilité. Et enfin, à reconnaître le légitime élan populaire citoyen qui souffle actuellement sur notre pays. D'un côté, on l'a encore vu tout à l'heure, une opération de communication avec les 100 € de hausse de la prime d'activité, financée par les contribuables, qui n'a rien à voir avec une revalorisation du SMIC, et de l'autre, un recul sur la hausse de la CSG pour les plus petites retraites, pourtant refusée par ces ministres pendant l'examen du financement de la sécurité sociale. Pour le reste, rien qui n'effraie ou qui n'effraiera les marchés financiers ou le grand patronat. Exonéré de toute augmentation des salaires, mais approfondira, soyez-en certains, la défiance populaire à l'égard des politiques gouvernementales. Qu'on en juge, pas de hausse du SMIC, gel du point d'indice des fonctionnaires, gel de l'allocation adulte handicapé jusqu'au 1er avril 2020. Et quid de moins 13 milliards aux collectivités territoriales d'ici 2022? Et toujours de l'autre côté, excusez-moi, des fortunés cajolés par la suppression de l'ISF, des évadés fiscaux protégés, des actionnaires libres de ponctionner les richesses produites par les salariés au détriment de leur salaire. C'est ce que contient la loi de finances, signe de la prise en compte, comme nous le voyons, de la défense du pouvoir d'achat et de la juste rémunération du travail. Mais le gel n'est pas tout sans quelque hausse, à l'image des primes d'assurance et de toute cette fiscalité indirecte, prétendue indolore et insidieuse qui fait aujourd'hui se soulever une majorité de l'opinion. Je ne reviens pas ici sur le fait que le Sénat a fini par arracher le gel des taxes sur les carburants après avoir voté toutes les hausses antérieures. Le jeu de la commission mixte paritaire permettra au gouvernement de revenir sur quelques mesures votées ici, donnant au texte final de la loi de finances sa pleine dimension ultralibérale. Les mesures annoncées hier dans l'allocution enregistrée du président de la République ne vont pas changer la donne, puisque la facture va être soldée, en plus encore de droits indirects et de TVA et de moins de services publics. Cette politique du fort avec les faibles, du faible avec les forts, qui anime aujourd'hui un pouvoir désavoué, cacophonique cet après-midi jusqu'au plus haut niveau, vient de montrer ses limites. À moins que la droite, qui est déjà en partie dans le gouvernement, mais que l'autre partie de la droite vienne à son secours. Depuis le printemps 2017 et l'élection par défaut d'Emmanuel Macron et de sa majorité, si une forme de contrat a bien été passée, c'est directement avec la finance, avec les affairistes, pour mener une politique conforme à leurs intérêts égoïstes, bien loin de l'intérêt commun. Y figurant en bonne place la réforme du Code de travail par l'ordonnance, la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'instauration de la flat tax sur les revenus du capital et du patrimoine, le nouvel allègement des droits de mutation et de succession, le démantèlement des services publics, de la SNCF, du secteur hospitalier, l'étatisation de la formation continue, la mise en cause du droit aux études des bacheliers et j'en passe. Ce contrat prétendument moderne, il date du XVIIIe siècle, Monsieur le Ministre. Vous retrouvez cette citation. Accumulation de richesses à un pôle, c'est égal à accumulation de pauvreté. Cette république du contrat avec la finance ne peut qu'engendrer des dommages collatéraux. Chômage de masse, précarité du travail renforcée, tensions urbaines, désespoir rural,
casse des services publics de proximité, stagnation des salaires. Pour que certains gagnent, il faut que d'autres perdent. Et ce sont les plus nombreux. Posons la question. Puisque d'une colère très juste surgit une balbutiante espérance, jusqu'ici contrariée par les prétentions de la finance, que l'Europe n'est pas capable de poursuivre comme il convient, comme le montre l'échec de la négociation sur la taxation des fameux GAFA, et que nous ne savons pas mettre à contribution en France, puisqu'il suffit que la Fédération bancaire française fronce un sourcil pour que le gouvernement s'exécute. Pourtant, avec des milliards d'euros de frais bancaires extorqués aux entreprises comme aux particuliers, avec les 2600 milliards d'euros que la Banque centrale européenne a répandus ces dernières années dans les circuits économiques, les banques, oui, les banques pourraient faire mieux. Que dire des dividendes des titres cotés au CAC 40, 46,8 milliards sur les résultats de l'année 2017, ce qui semble laisser quand même quelques marges, Monsieur le Ministre, pour augmenter les salaires. S'il s'agit de tracer les voies d'un nouveau contrat social en France, alors coup de barre à la justice sociale, coup de barre à l'égalité dans la société, coup de barre à gauche, et vite, et que nous avons porté dans la discussion de cette loi de finances. Notre groupe, avec nos moyens et notre détermination, 163 amendements déposés, 20 adoptés, parce que recommander aux pauvres d'être économes est à la fois grotesque et insultant. Cela revient à conseiller à un homme qui meurt de faim de manger moins. Il est temps de mettre de la démocratie dans cette société où les droits sont ainsi mis en cause. Démocratie dans les institutions, démocratie dans la cité, dans les entreprises, au sein de la sécurité sociale, démocratie partout. C'est bien ce tournant démocratique qui surgit sous nos yeux, celui d'un peuple qui ne veut plus en rabattre sur ses aspirations au nom d'une prétendue fin de l'histoire avec le capitalisme financiarisé à outrance. Oui, tout le monde veut gouverner, les citoyens, les élus locaux, les parlementaires et même la jeunesse. Et alors, enfin, je veux remercier tous les personnels du Sénat, sans exception, pour leur précieux concours aux travaux de cette loi de finances que notre groupe va évidemment rejeter sur le fond comme sur la forme. Merci. Le Sénat va donc procéder au vote sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019. Je rappelle que le scrutin public est de droit et c'est un scrutin public à la tribune, conformément à l'article 60 bis de notre règlement. Le nombre de votants s'est élevé à 343. Il y a eu 298 suffrages exprimés. Pour l'adoption, 200 contre 98. Le Sénat a donc adopté. Voilà, finalement, les sénateurs ont adopté le budget 2019 par 200 voix pour, 98 voix contre. Un texte largement modifié, marqué notamment par la suppression de la hausse des taxes sur le carburant pour 2019, votée dans un premier temps par le Sénat, avant d'être reprise par le gouvernement. Et les annonces d'Emmanuel Macron de lundi ont elles aussi pesé sur la sérénité de la Haute Assemblée, obligeant les sénateurs à une deuxième délibération sur 2 articles afin de revaloriser la prime d'activité comme le souhaitait l'Élysée. Vous l'avez entendu, le président de la Commission des finances, le socialiste Vincent Eblé, évoquait d'ailleurs hier déjà la perspective d'un collectif budgétaire pour compenser les annonces présidentielles. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires. Demain, dans Territoire d'Info, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, sera l'invité de Public Sénat et de la presse quotidienne régionale. Territoire d'Info, présenté par Cyril Viguier, demain à 8 h en direct sur Public Sénat.